l'économie que vous voyez pour demain? C'est quoi votre regard sur, par exemple, la décroissance? Est-ce qu'on peut aller croissance économique et respect de l'environnement? Alors, parallèlement, l'aspect, si vous voulez, écologique, c'est un aspect qui est plutôt négatif, avec des petites pointes, des choses qui se profilent. Comme pour l'énergie, on s'est quand même aperçu que c'était plus logique d'exploiter l'énergie éolienne et solaire que de fabriquer des déchets à 100 000 ans pour le nucléaire, ou du charbon, qui reste encore la source dominante. Pour mémoire, la Chine produit 1,3 milliard de tonnes de charbon par an, et elle en crame 1,7 milliard en important 400 millions de tonnes de l'Australie, et en ouvrant 2 centrales thermiques par mois. À ce rythme-là, la Chine a dépassé les États-Unis pour la production de machins, et elle a un niveau de consommation d'énergie qui est 5 fois moins élevé que nous. Quand elle aura atteint le niveau américain ou le niveau européen, il faudra 5 fois les ressources de la Terre. Alors ça, c'est le côté négatif. Le côté positif, c'est qu'heureusement, la valeur d'un bien économique ne dépend plus simplement, j'allais dire, de son contenu en transformation de matières premières et en travail manuel incorporé. Il dépend de plus en plus du cerveau. Et au fond, l'économie, ce que j'appelle le capitalisme cognitif, c'est la mise en marché de la production de connaissances au moyen de connaissances. Il faut de l'énergie, mais on peut effectivement faire de l'énergie non fossile. Il faut beaucoup d'utilisation des cerveaux collectifs, mais on a justement des moyens de l'utiliser, ça s'appelle le numérique, et on a des moyens de faire collaborer des gens sans les faire se déplacer, c'est-à-dire sans avoir besoin de milliers de tonnes de fuel pour justifier leur déplacement. J'ai toujours dit qu'on est passé d'un chiasme dans les années 60, qu'il y avait un Américain très important qui s'appelle Bateson, et qui a en Californie inventé le concept de double bind, la double injonction contradictoire, et grosso modo il disait, il a parlé de l'écologie de l'esprit, face à un capitaliste qui à l'époque était triomphant, produire des bagnoles, des avions, des biens matériels. Et moi je pense qu'on est passé d'un binôme économie de la matière, écologie de l'esprit, à un renversement, donc traiter la matière de façon écologique, à savoir renouvelable. Il ne faut pas qu'elle dégage du CO2. Il faut, par exemple, en prenant les téléphones portables, ça a des implications éthiques, ne pas utiliser des minerais qui sont extraits au Kivu dans un contexte de guerre civile et de travail des enfants dans des galeries qui s'effondrent, parce que les tablettes tactiles, c'est bien gentil, mais ça utilise un minerai qui n'est pas très propre. Donc, écologie de la matière, mais économie de l'esprit. L'esprit, c'est-à-dire, c'est pas une question de spiritualisme, c'est le cerveau, l'éducation, la culture, etc. Et ça nécessite un certain type de développement, une certaine infrastructure matérielle, mais pas nécessairement industrielle, puisque par exemple, le cerveau, comme l'ordinateur, a besoin de métabolisme, mais entre Einstein et un demeuré, la consommation métabolique de matière est à peu près la même. Une machine mécanique, elle a un rendement qui est dû à l'utilisation de combustibles fossiles, d'énergie. Le rendement d'un ordinateur n'est pas fonction de sa consommation d'électricité. Largement. Je parle des ordinateurs petits comme ça, pas des monstres, des gros calculateurs. Même si tout le système numérique consomme de l'énergie. Les tenants de la décroissance ont raison sur une chose, on ne peut pas continuer à développer matériellement l'économie de la matière comme on l'a fait pendant 300 ans, comme on continue de le faire en parlant maintenant d'extraction du pétrole à moins 5000 mètres de profondeur, d'exploiter l'Arctique dès qu'il y aura la fonte et essayer de lorgner sur l'Antarctique et les ressources minières de l'Antarctique, alors qu'il y a un traité qui interdit de les utiliser. On ne peut pas continuer l'économie de la matière sur le rythme où elle est. Donc sur ce terrain-là, les décroissants ont raison. Mais ils oublient l'autre morceau, qui est précisément un morceau où nous avons besoin de croissance. Nous avons besoin de croissance mentale.
Et la croissance mentale n'utilise pas pour son métabolisme une quantité croissante d'énergie. D'accord ? Et donc, je pense que c'est la combinaison des deux, économie de l'esprit. Et là, il faut utiliser tout ce qu'on est en train de faire dans l'économie numérique, revoir le métier de l'ingénieur, lié à un modèle du mécanique. Or, le mécanique, ça fonctionne avec de l'énergie, et ce qui a été essentiellement fossile, hein, la machine à vapeur et tout. Il faut passer plutôt à un modèle biologique. Et dans le modèle biologique, on sait très bien que ce qui compte dans la vie, c'est de la négantropie. Dans un état de dégradation générale de l'univers commandé par les lois de Boltzmann, grosso modo de la température en fusion d'un astre solaire à moins 273 degrés qui est le zéro absolu, il y a tous les états et on sait qu'il y a une dégradation, tout système tend vers cette dégradation. Cela dit, la vie, les isolats de vie qu'il y a dans ces systèmes, comme dans le ciel, il y a des constellations avec des soleils, etc., et des naissances d'étoiles, mais il y a un grand vide au milieu, en général. Bon, eh bien, cette dégradation, elle est combattue par des phénomènes de vie qui sont négantropiques. Et ça vaut aussi pour les savoirs, comme Bernard Stiegler l'a montré, c'est-à-dire qu'un savoir de l'information, c'est essentiellement négantropique. Si on peut considérer que l'abondance d'informations finit par fabriquer un chaos ou du néant où plus rien n'a de signification. Et de la négantropie, on favorise tous les systèmes négantropiques. Donc la médecine, ça consiste à prolonger la négantropie que représente la vie à une échelle humaine. Mais on peut imaginer que l'écologie, ça représente de la négantropie qui préserve et prolonge la durée de vie non seulement des humains, mais de la biosphère comme système. Voilà à peu près ce que je pense comme, si vous voulez, équilibré. Donc je ne réponds pas, oui, je suis un décroissantiste, je ne donne pas tort aux décroissantistes sur certains aspects, mais je leur reproche de voir seulement une moitié du problème. Alors ils ont peut-être raison, parce que la vision pessimiste, il y a beaucoup de gens qui pensent, et le dernier appel des scientifiques, là, qui est paru hier dans Le Monde, le dit. On a beau dire, mais c'est comme dans les démocraties. Hein. Les démocraties n'ont jamais avancé qu'à coup d'émeutes et de révolutions. Donc probablement, il faut des situations critiques pour qu'enfin les gouvernements se posent le problème. Le gouvernement chinois se pose le problème du critère de l'air irrespirable des villes, parce que le niveau de pollution urbaine, en Chine comme en Inde, atteint des choses qui vont finir par des émeutes. Donc comme les gouvernements ont peur des émeutes, je pense qu'on va arriver à des solutions plus radicales. Par exemple, le gouvernement chinois, encore lui, a décidé il y a 2 ans de diviser par 2 brutalement la production de charbon et la production des aciéries dans le Hebei, qui est la province qui entoure Pékin et qui représente à peu près la moitié, quelque chose qui est grand comme 2 fois l'Île-de-France. En 1 an, le gouvernement a effectivement réduit de 25% la production de charbon, de 25% la production de la sidérurgie. Ça a foutu 2 millions de personnes au chômage, mais ce qu'on sait, c'est qu'il a quand même peur de le faire sur la Chine entière, où il faudrait le faire dans toutes les grandes villes, parce que là, on compterait les chômeurs en centaines de millions. Ça va être un équilibre, ceux qui veulent de l'emploi et ceux qui ne veulent pas être asphyxiés. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, la situation des décroissantistes mais le problème, c'est que ça ne donne pas de solution. La solution, c'est de dire qu'il faut effectivement liquider le charbon le plus vite possible, le nucléaire, parce que ça nous fout des problèmes à 10 000 ans, mais tout ça, ça demande des efforts considérables, et probablement, on a calculé, je reprends l'exemple chinois, le gouvernement chinois a annoncé aux constructeurs, tous les constructeurs en Chine, qu'il allait probablement interdire les voitures non électriques, très rapidement. Ils l'ont déjà fait pour les 2 roues. Alors évidemment, ça paraît énorme. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il a commencé par la méthode que nous avons empruntée ici, qui est la transition molle, lente, et il a commencé à dire, on va demander, comme avait demandé Obama, comme tous les constructeurs automobiles le savent, réduisez vos émissions de CO2 de 30%. Cela dit, en France, on a fait un tour de passe-passe, les moteurs à essence doivent réduire, et puis on a dit,
grâce à PSA, les émissions des diesels sont formidables parce qu'ils dégagent moins de CO2. Bon. Ce qui semble d'ailleurs douteux, mais ça a été le grand argument pour spécialiser la France dans l'industrie du diesel, moyennant quoi on a les fameuses particules fines qui sont tueuses, et maintenant on sait qu'elles tuent 500 000 personnes dans l'Union européenne, soit 1% de la population par an. 500 000 morts sont dus dans l'ensemble des villes européennes par an, alors à des vies écourtées de 10 à 20 ans, puisque c'est très simple, ces charmantes particules fines, vous rentrent dans les bronches, elles sont arrêtées par rien, vous pouvez porter les masques, tout ce que vous voulez, elles se mettent dans vos bronches, et non seulement dans vos bronches, mais dans votre sang, parce qu'elles traversent. Bon. Donc le résultat, c'est que, il ne s'agit même pas de cancer au poumon, il s'agit de vous foutre des particules fines dans le sang.